il nous faut reparler de karma, car ce mot est trop souvent mal compris, et particulièrement dans le zen. Beaucoup pensent que le karma est une simple idée de récompense ou de punition. Si je fais le bien, je serai récompensé. Si je fais le mal, je serai puni. C'est le petit Jésus des temps modernes. Mais dans le bouddhisme, et particulièrement dans le zen, le karma est bien plus subtil, bien plus profond. Le mot karma signifie littéralement action. Il désigne nos actions physiques, verbales et mentales. Et surtout, la manière dont ces actions s'enchaînent, nous enchaînent et nous maintiennent prisonniers. Voilà. Et il y a deux façons de définir le karma. Avec support ou sans support, selon que l'on se situe dans le bouddhisme classique ou dans le zen. Dans la première version, donc avec support, dans le bouddhisme classique, on est encore dans l'illusion d'un individu existant en soi et qui essaye d'améliorer son futur et de le soigner pour gravir les échelons du cycle des renaissances, du cycle des 6 lokas, en soignant son karma. L'individu s'imagine dans le jardin de la vie, donc dans ce potager en quelque sorte, et chaque action qu'il entreprend est comme une graine qu'il plante. Certaines graines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Mais ce qui importe, c'est la motivation avec laquelle il les plante. Voilà ce qu'on lui a appris. Dans la vie quotidienne, nous semons des graines en permanence, même sans jamais nous en rendre compte. Un petit mot gentil par ici, un regard impatient par là, une pensée jalouse ou une intention généreuse, ce sont autant de graines qui ne se manifestent pas forcément dans l'immédiat ou tout de suite après, mais elles peuvent germer demain ou dans une vie future, ou très longtemps après. Mais dans tous les cas, elles laissent une empreinte dans notre esprit et dans notre existence, aussi sûrement que l'ombre suit son oiseau. C'est l'exemple qu'on donne habituellement dans le bouddhisme tibétain. Même si l'oiseau vole très haut et très longtemps, il retrouvera immanquablement son ombre quand il se reposera, ainsi que son karma. Donc, ça donne l'impression d'une justice immanente. On est puni ou rétribué par notre propre esprit. Si on a un cancer, c'est en grande partie dû au karma. Si on a beaucoup de succès matériel dans la vie, c'est la même chose. Le karma n'est pas un châtiment ou une rétribution extérieure, mais la conséquence naturelle de nos propres actes. Le corps, l'esprit et la vie entière réagissent à nos actions, et nous créons notre monde par nos actions. Donc dans ce cas, le karma est plutôt une loi de cause à effet qui régit nos vies.
avec des effets positifs et négatifs, et des grandes souffrances parfois. Et cette souffrance mentale et émotionnelle est le véritable châtiment. C'est le fait d'être confronté à ses propres actions et à leur impact. C'est ça qui fait mal. On voudrait, dans bien des cas, qu'il n'y ait pas d'impact. Faire quelque chose de très négatif sans qu'il y ait de conséquences. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, façonnent notre réalité. Le karma ne se limite pas à ce que nous appelons bien ou mal, il s'agit de causes et d'effets. Si on plante une graine de colère, on récolte de la confusion ou de la souffrance. Et si on plante une graine de gentillesse, on récolte de la clarté et de la sérénité, ne serait-ce que par un esprit moins encombré. Mais parfois aussi, une graine de colère peut se transformer en force de changement si on la regarde avec attention et conscience. Le karma n'est donc pas une fatalité, il est dynamique et malléable. On peut agir dessus. C'est une voie d'apprentissage et une possibilité de transformation. Ceci mis à part, on nous apprend également que le karma n'est pas seulement, enfin dans le bouddhisme, on nous apprend que le karma n'est pas seulement individuel, mais il y a aussi un karma collectif, un karma social. Nos paroles et nos actions influencent les autres et ce que nous semons dans le monde résonne bien au-delà de nous-mêmes. C'est l'histoire du papillon en Amazonie qui déclenche un typhon au Japon, par exemple. Chaque action, même minime, a une portée immense. La compassion, la patience, la sincérité deviennent des forces de transformation dans le monde. On peut même parler d'écologie, d'une certaine façon. Si on est gentil avec le monde, les choses se passent mieux, notamment avec les... comment il s'appelle? Il y avait un japonais du nom de Emoto, ou enfin peu importe, qui avait montré qu'on pouvait transformer la morphologie des flocons de neige simplement en montrant un esprit d'amour et de respect, etc. Et inversement, les rendre très désagréables à la vue en projetant des sentiments de colère. Bon, par exemple. Voilà pourquoi la pratique du zen n'est pas seulement personnelle, mais a une portée universelle. Voilà, ça c'était la première approche. Dans le zen, c'est un peu différent. Parce que, alors qu'il y avait un support, donc une personne qui pouvait créer un socle pour le karma dans le premier cas, ici, dans la seconde approche, c'est différent, il n'y a plus de support. La spécificité du zen réside dans sa manière d'aborder cette loi du karma, non pas comme une fatalité ou une conséquence, mais comme une opportunité de transformation immédiate à travers la réalisation de shunyata. En effet, si le moi
est vide de réalité. Qui va fabriquer du karma? Et qui pourrait être victime du karma? C'est la réponse à cette question, ou l'impossibilité de répondre à cette question, qui est le moyen le plus direct et efficace de transformer le karma. Au lieu de se contenter, au lieu de se concentrer sur l'accumulation de bons karmas, par exemple, pour une future réincarnation, le zen met l'accent sur la purification ou la suppression, la non-existence du karma dans le moment présent. Dans le moment présent, tout de suite. Pendant le zazen, l'esprit est au-delà de la pensée, ce qui permet aux illusions et aux schémas karmiques de disparaître, tout simplement. De voir qu'elles n'ont en fait jamais été là. C'est un peu comme c'est un peu comme la souffrance qui n'est envisageable que si l'on conçoit un quelqu'un qui souffre. En s'asseyant et en observant son esprit sans jugement, on coupe ce quelqu'un et donc en même temps on coupe la source, la racine de tout karma. Dans cet état de conscience, il n'y a plus de production de karma, ni bon ni mauvais, puisqu'il n'y a plus personne. C'est en cela que le zen est une approche très pragmatique et directe du karma. La libération est ici et maintenant, non pas dans un futur lointain. Tout de suite. Et la libération est totale, directe et radicale. Dans le zen, il y a cette expression ne pas créer de karma supplémentaire. Cela signifie que nous ne pouvons pas toujours changer le passé, mais nous pouvons choisir nos actions maintenant. Chaque respiration, chaque geste, chaque pensée consciente peut arrêter le flux de karma négatif et donc transformer notre vie. Et le zazen, la méditation assise, est justement, précisément, l'entraînement à cette présence et à cette attention. En méditant, nous observons nos pensées, nos émotions, nos réactions. Et nous apprenons à ne pas agir de manière automatique, à ne pas ajouter de nouvelles graines inutiles, à ne pas fabriquer automatiquement du karma. On fabrique du karma peut-être, mais avec un certain temps de retard. Un autre point important à comprendre est que le karma ne se limite pas aux actions visibles. Les intentions, même silencieuses, créent un karma puissant, peut-être même bien plus puissant. Une pensée de jalousie ou de rancune, même si elle n'est pas exprimée, laisse une empreinte profonde, et parfois pendant très longtemps. Et à l'inverse, un simple geste discret de gentillesse, de bonté, même s'il n'y a pas de témoin, peut créer un flux ou le départ d'un flux de lumière dans notre vie et dans celle des autres.
C'est pour ça que le Bouddha disait « Celui qui agit avec pureté de cœur, même dans le secret, j'allais dire surtout dans le secret, prépare son esprit à la libération. » Dans la tradition zen, on utilise souvent l'exemple de la rivière. La rivière coule de façon continue, sans fin, elle ne fait pas d'arrêt, elle suit son cours, mais chaque obstacle, chaque pierre, chaque branche qu'elle rencontre modifie son chemin. Nos actions sont comme ces pierres et ces branches. Elles modifient notre rivière, mais ne la bloquent jamais complètement. Observer le flux de notre karma, c'est observer notre vie sans se laisser emporter aveuglément par elle. Sans automatisme, sans création automatique de karma. Donc le karma n'est ni un juge, ni une punition, ni une rétribution. Chaque action, sans exception, que ce soit pensée, parole, chaque action laisse une empreinte. Et ces empreintes façonnent notre expérience, notre vie. La pratique du zen consiste à observer, comprendre et agir avec présence, c'est le plus important. Pas d'automatisme, avec présence pour semer des graines de clarté et donc de liberté. Lorsqu'on s'assoit en zazen, on n'essaye pas de gagner du bon karma, d'accumuler du bon karma, d'accumuler des mérites. On essaye simplement de voir la nature vide de nos actions, de nos pensées et de notre esprit. Et c'est parce que il y a ce vide qu'il y a possibilité de transformation. Et c'est dans cette vision claire que le karma cesse d'être un poids. À ce moment-là, le karma, il n'y a plus de karma en tant que poids, il est seulement un guide. Et il n'y a pas de raison de ne pas suivre le flux de ce guide.